FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole est directe, forcément avec lui, Dr Ousmane Kaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de participer à ce plateau spécial. Bien, avant de lui donner la parole, avant de l'interroger, à Kumba, beaucoup de choses ont été faites dans le cadre de ces 100 jours. Au plan économique, qu'avez-vous noté à Kumba? D'abord, vous me créez des ennuis. Si c'est moi qui dois introduire bien sûr. le docteur Ousmane Kaba, vous me créez des ennuis. Néanmoins, je m'efforce. Après la prise du pouvoir le 5 septembre dernier à Boubacar, nous avons premièrement vécu la dissolution de l'ensemble des institutions de la République. Mais très vite, le colonel Mamadi Doumbouya a remis certaines de ces institutions sur les roues. Il s'agit, entre autres, puisque nous parlons du secteur économique, de la Cour des comptes. S'en suivra d'ailleurs la remise en état de la haute autorité de la communication. Je ne sais pas entre les deux laquelle des institutions a été la première à être réhabilitée, mais je note que les deux ont été réhabilitées. Entre-temps, le CNRD, semble-t-il selon plusieurs sources, était inquiet qu'il n'y ait des disponibilités en termes de financement pour qu'il y ait des réactions contraires à son imposition d'autorité. S'en suivra le gel à travers le communiqué numéro 11 du 9 septembre 2021, le communiqué déclarant geler les comptes des entreprises publiques relevant du portefeuille de l'État, mais aussi les comptes des membres du gouvernement sortant, des institutions, des dirigeants des institutions et des hauts cadres de l'État. Ce gel durera un peu, il créera assez d'ennuis et puis un peu de panique. Arrivera le dégel. Le gouvernement décidera de dégeler parce qu'il y avait des charges qui étaient incompressibles et auxquelles il fallait faire face. L'État décidera de procéder à un dégel. Et ce dégel a conduit à la sortie, selon des hauts cadres de la Banque centrale, de près de 160 milliards de francs guinéens des comptes domiciliés à la Banque centrale. Cela crée une petite réflexion auprès de la junte qui décidera de demander désormais à ceux qui ont sorti cette masse monétaire de procéder à la justification de l'utilisation de l'argent. Ce qui amènera Monsieur le Premier ministre à signer une lettre de demande de conformité à l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis s'en suivra, si vous voulez, les lettres à la fois du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget qui demandaient la justification et la mise en conformité des dépenses. Puis la Banque centrale fera face, si vous voulez, à un petit succès dû à ce gel-là, c'est-à-dire que le trésor public va se désendetter auprès de 1000 milliards de francs guinéens auprès de la Banque centrale suite à ce petit temps qui a été consacré au gel de comptes des EPA, des ministères et des institutions de la République. Puis, entre en scène deux institutions ou deux nominations. Premièrement, l'agent judiciaire de l'État est nommé en la personne de l'avocat maître Mohamed Sampil. Et vous connaissez le rôle de l'agent judiciaire de l'État sur la base du décret de la création de cette institution. Et puis le président décide de créer une cour de répression des délits économiques et financiers. Et cette cour n'est pas encore meublée. Donc, cette cour n'étant pas meublée, il y a cafouillage qui arrive. C'est-à-dire que l'agent judiciaire de l'État décide désormais de s'en passer probablement des conclusions de la Cour de compte, des conclusions de l'inspection générale d'État, des inspecteurs sectoriels, pour peut-être initier ce qu'on a appelé hier ici des procédures fragiles, en annonçant des poursuites judiciaires contre des dirigeants des institutions et des entreprises. Je parle des EPA quand je parle d'entreprise ici. Alors, cette confusion va nous amener à ce qu'on a vécu toute la journée d'hier, des justifications et même des anciens collaborateurs de l'agent judiciaire de l'État qui se désolidarisent à son action. Alors, Aboubacar, pour me résumer, c'est qu'il y a eu beaucoup de courriers venant à la fois de monsieur le Premier ministre, venant de la directrice de cabinet de la primature, venant du ministre du budget, venant du ministre de l'économie et des finances, mais l'ensemble de ce courrier concourt à dire que désormais les dépenses doivent être justifiées et mises en conformité avec les engagements et que
ce qu'il y a de nouveau dedans. Le gel et l'ensemble des obligations prescrites par les différents courriers de Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre du Budget et de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances ne concernaient pas le secteur de la santé et de l'éducation. Très bien. Mais rappelez-vous qu'on a reçu ici un membre des agents chargés de la lutte contre le coronavirus qui nous a informé qu'ils n'étaient pas payés et qu'ils avaient dû arrêter les travaux. Je termine sur un mémo qui n'a pas été encore diffusé. Peut-être c'est une diffusion film FM. C'est une exclusivité. C'est que le 30 septembre 2021, toujours dans le cadre du secteur économique, l'ensemble des inspecteurs sectoriels de la République de Guinée ont adressé un mémo au président de la transition. Ce mémo est relatif au fonctionnement effectif des inspections générales des départements ministériels. Donc, j'étais en train de dire que ce mémo a été adressé à Monsieur le Président de la Transition. Ce mémo rappelle le contenu de la loi numéro 025 du 3 juillet 2018 et indique que l'organisation des inspections sectorielles ne fonctionne pas. Et cela depuis toujours, et interpelle le colonel Doumbouya à la mise en œuvre effective du contenu des prérogatives des inspections générales sectorielles pour la bonne marche de l'administration publique, pour respecter, si vous voulez, ces contrôles. C'est une anomalie grave. Oui, ces mémos touchent généralement un point nodal, c'est que les inspecteurs sectoriels relèvent de leur hiérarchie. Donc directement. Du chef du département. Du chef du département. Et ils pensent que cela est un facteur d'influence qui ne les permettrait pas de faire un bon travail. Le mémo ensuite dit que la non-mise en œuvre du cadre légal des dispositions juridiques de l'administration publique a entraîné des grandes difficultés dans l'exécution de leur mission. Et ils ont rappelé que tout récemment, le gouvernement sortant avait mis en place un cadre permanent de concertation des corps de contrôle et qui était placé sous la responsabilité du président de la République. Mais malheureusement, que ce cadre de concertation et l'ensemble des corps de contrôle sectoriels souffraient de l'absence de budget et des moyens logistiques. Et pour dire que, si vous voulez, pour que l'administration guinéenne soit suffisamment performante, il serait bon que cette administration-là ait des corps de contrôle, si vous voulez, indépendants, compétents, dotés de ressources humaines et de ressources financières. Et je termine que les grands héros sont admirés pour leur courage, pas pour leur patrimoine. Merci à Akumba. Merci pour ce condensé sur les grandes actions entamées ou entreprises ou menées par le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD depuis 100 jours qui sont au pouvoir. On se tourne vers notre invité, Dr Ousmane Kaba, économiste, président du PADES. Il est un de nos invités spéciaux. Donc, il aborde à notre compagnie le volet lié à la gestion économique et financière, la moralisation de la gestion économique et financière en République de Guinée. Docteur, encore une fois, bonjour. Et de manière globale, d'un point de vue global, comment vous jugez l'action du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD au plan économique depuis 100 jours qui sont aux affaires? Je pense que d'une manière générale... On va ajuster le micro. Bien. Oui, allez-y. D'une manière générale, sur tous les plans, je trouve le résultat extraordinairement bon. Extraordinairement bon. Oui, pour des jeunes gens sans expérience. C'est pas exagéré? Non, pas du tout. Bien. Parce que la Guinée n'a jamais été dans une si bonne direction depuis, je dirais même, l'indépendance de ce pays. Ouh là là. Ben oui, c'est la première fois. C'est très fort. Oui, très très fort, parce que c'est la première fois qu'on voit des volontés affichées sur les deux problèmes essentiels de ce pays. À savoir? La liberté et la gestion économique. Ce sont les deux problèmes de ce pays. Ouais. La classe dirigeante en Guinée a toujours eu une tentation totalitaire. Et c'est la première fois qu'on voit un groupe de jeunes gens qui viennent de faire souffler le vent de la liberté. Rappelez-vous tous ces prisonniers politiques qui ont été libérés. Ouais. Rappelez-vous l'ouverture de toutes les frontières terrestres et avoir des bons rapports de voisinage avec les pays qui nous entourent. Ouais. Et c'est extraordinaire, c'est une volonté. Ensuite, donc vous êtes tout simplement bluffé par les actes posés par le colonel et son CNRD et son gouvernement. Je suis objectif.
Je ne suis pas du tout omnibulé par beaucoup de choses. Moi, je regarde les choses le plus objectivement possible. Oui. Je vois une équipe de jeunes gens qui essaient de donner deux choses à la Guinée, la liberté politique et la bonne gestion économique. C'est cela le fond de la question en Guinée. Oui. Ne nous perdons pas dans les détails. Ça ne fait que 100 jours. Bien sûr qu'ils peuvent commettre des erreurs, bien sûr qu'on peut avoir de la cacophonie, mais la direction est fixée. Le cap est bon. C'est la première fois. Nous avons vu des gens ici qui ont 40 ans d'expérience de lutte pour la démocratie et qui n'ont cessé de bâillonner ce pays. Et qui menaçaient chaque matin de mettre en prison n'importe qui. Vous voulez parler d'Alpha Condé? Absolument. D'accord. Absolument. Donc, si nous avons aujourd'hui des gens qui vont dans la direction contraire, je pense que nous devons être heureux. Liberté pour les Guinéens, bonne gestion économique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. D'abord, quand on parle de la gestion économique dont il est question ce matin, Oui. il n'est pas évident du tout pour des jeunes gens comme ça d'être experts sur toutes les techniques de gestion. Oui. Il y aura des tâtonnements, il y aura des erreurs, mais l'essentiel, c'est que le cap est fixé. La Guinée ne peut pas supporter d'avoir cette corruption endémique qui empêche même tout investissement dans ce pays. Aucune croissance n'était possible. La croissance dont on parle, la croissance bauxitique, ce n'est pas du tout la croissance. Et les chiffres qui étaient annoncés par l'ancien régime, mais c'est ce que c'était une vue de l'esprit alors. Mais bien sûr, c'est de la croissance bauxitique. Je suis venu plusieurs fois vous expliquer. Effectivement. Sortir de la bauxite ne range pas du tout la Guinée et ce n'est pas ça qui va donner de l'emploi ni la prospérité à ce pays. Je l'ai dit il y a des mois et des mois, des années, je passe mon temps à le dire. Ouais. Donc, il faut faire attention. Les statistiques veulent dire les vies des hommes. Donc, essayons de lire ce qu'il y a comme amélioration de la vie des Guinéens derrière les chiffres. Voilà. Donc, la Guinée, je le répète, se trouve parmi les 12 pays les plus misérables de la planète. Ouais. Avec toutes nos richesses, après 10 ans ou 11 ans de ce régime, on est encore classé parmi les 12 pays les plus pauvres. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques du PNUD. Et chacun de vous peut le constater. Voilà ce qui se passe. Bien. Bien. Allez-y, Mamadou. Docteur, on va arriver donc au gel des comptes. Akoumba l'a mentionné tout à l'heure. Je pense que le président a mis un point d'honneur sur ce process-là. Et vous avez compris que dès que les comptes ont été dégelés, là encore, leur attention a été attirée sur le fait que beaucoup d'argent ont été sortis par rapport à l'objectif des dépenses qui était fixé par le processus de dégel des comptes. Première question, je ne sais pas quel bénéfice l'on aura ou objectif positif l'on aura atteint par le gel de ces comptes-là. Est-ce que c'était une mesure opportune? Effectivement. Mais bien sûr, en cas de changement, on le fait toujours. Et même le résultat attendu, même sans changement de régime. Lorsque vous changez de ministre, vous gelez les comptes simplement. C'est ce qu'on appelle les mesures conservatoires, pour voir un peu plus clair dans les affaires courantes. C'est une mesure tout à fait normale. Et quels peuvent en être les résultats, les retombées de cette action? Non, ben écoutez, je crois que vous attendez trop du gel des comptes. Oui, c'est important d'éclairer la lanterne des gens. Ce n'est qu'une petite mesure technique pour éviter simplement que ceux qui partent ne prennent toute la caisse pour s'en aller avec. C'est tout. Maintenant, ça ne remet pas en cause les grands axes de la moralisation de la vie publique. Et ça ne se résume pas à ça du tout. Ça, c'est une question subsidiaire, je dirais. Évidemment, il y a ce que j'appelle les flagrants délits. Lorsque vous avez un petit comptable qui sort 100 milliards ou 50 milliards de comptes, dans un pays, je dirais, normal, il irait simplement en prison en attendant de voir plus clair. C'est tout. C'est technique, ça n'a rien d'extraordinaire, je ne veux pas qu'on se focalise sur ça. Il y a les problèmes de fond de l'économie guinéenne. Oui. Là où ça paraît intéressant aux yeux d'une opinion plus ou moins naïve là-dessus, sur cette question, parce que c'est une question technique, beaucoup pensent que ce gel des comptes d'anciens dignitaires, d'anciens hauts commis de l'État, pourrait permettre à l'État d'engranger de l'argent, donc de récupérer des biens. Parce que la récupération des biens de l'État, c'est pas que des biens immobiliers, mais il s'agit aussi de biens financiers.
est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cela vienne, qu'on en tire une manne financière qui puisse venir renflouer les caisses de l'État dans un contexte où les ressources financières vont se raréfier parce que le FNEX ne sera pas au compte? Bon, écoutez, moi je pense que vous êtes, pour simplifier, est-ce que vous êtes en train de parler des fonctionnaires qui ont 15 milliards sur leur compte? Oui, moins plus même. Qui ont 20 milliards sur leur compte? Oui. Ben écoutez, si c'est un autre pays, on vous prend et on vous met tout droit en prison d'abord. Oui, sans même enquête. Et que vous devez justifier simplement. Il y en a qui ont 25 milliards. Oui. Non, mais c'est plus que ça. Il y en a qui ont plus de 100 milliards. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Bien. Un fonctionnaire dont le salaire est connu, il a 30 milliards sur son compte. Dans les autres pays, on vous met en prison d'abord avant même de vous demander. Et vous justifiez où vous avez pris cet argent. C'est aussi simple que ça. C'est même pas des audits, ça. Ça, c'est simplement le bon sens. Hein? Dans des pays, j'ai vécu un peu aux États-Unis, en France ou autre, je ne dis pas qu'il faut tout copier. Si vous êtes instituteur et que vous roulez dans une voiture de 200 000 €, eh bien, le policier, il vient vous arrêter et vous vous retrouvez au commissariat. On vous dit, bon, justifiez. Le fisc est là pour ça. Sauf qu'ici, voilà. Ils ne l'ont pas fait, étant donné que des cas comme ça ont été découverts, mais personne Ben, c'est une erreur. Pour l'instant. C'est une erreur. Alors, docteur. Voilà. Un fonctionnaire qui a 20 milliards sur son compte personnel doit aller en prison avant même de poser la question. Donc, tous ceux qui sont dans cette situation en ce moment, il faut les arrêter. Mais bien sûr. Ça n'a aucun sens. Bien. Docteur, on a diffusé tu permets, je l'ai toujours dit ici quand même, ici. pour les questions d'enrichissement illicite, bizarrement, c'est une règle de droit, la charge de la preuve ne revient pas à celui qui accuse. Ouais. Mais c'est vous qui vous êtes à l'accusé sur-enrichi, c'est à vous de justifier où vous avez pris vos sous. Bien. C'est le principe. Docteur, Absolument. Docteur, on a diffusé une Donc enquête ça, ici. c'est une discussion inutile. Très bien. On a diffusé une enquête ici. Je vous pose la question là-dessus parce que vous avez travaillé dans les institutions internationales. Vous connaissez votre salaire, votre traitement et il me semble que vous aviez un traitement de premier rang. On a diffusé des investigations ici qui démontrent que des cadres qui ont des noms guinéens en tout cas, contractuels selon les documents que nous avons consultés, certains parmi eux avaient 580 millions de francs guinéens par mois de traitement, par mois. Oui, par mois. 580 millions, je répète. Oui. Des contractuels avec l'État, est-ce que ça se justifie? Non, pas du tout. 58 000 €. Bien. Moi, je mensuel. Bien. On est dans la même ligne. Oui, par mois. Par mois, oui. Non. On a publié ici. Pas du tout. Donc, je pense que simplement, en Guinée, il n'y avait plus de morale. Vous savez, ce que je reproche au régime passé, c'est que nous sommes arrivés à un niveau où il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Le Guinée est arrivé à ce niveau. Il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Nous sommes à un niveau où la distinction, c'est vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Et finalement, on devient un pays amoral où tout est permis. Tout est permis. Vous voyez un petit fonctionnaire véreux qui est en train de monter 5 étages, 5 immeubles, et le président de la République lui-même va aller inaugurer 50 maisons construites par un agent de l'État. Mais dans quel pays on est? On ne peut pas continuer comme ça. Soyons sérieux. Donc, pendant ce temps, nous sommes classés 12e pays le plus pauvre du monde. Alors, il faut qu'on soit clair. Tant qu'il y a cette corruption, la Guinée n'ira nulle part. Les jeunes ne pourront jamais trouver du travail. Nous aurons des milliers de jeunes Guinéens qui seront morts dans la Méditerranée parce qu'il n'y a aucune perspective pour la jeunesse de Guinée. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Ou on le fait, ou la Guinée va continuer à sombrer dans les abîmes du classement mondial de la pauvreté. D'où donc toutes les actions qui sont annoncées ou celles qui sont entreprises par la junte au pouvoir dans le cadre donc de la lutte contre cette corruption généralisée. Écoutez, et pour la moralisation de la gestion publique. C'est pour cela que moi j'applaudis des deux mains. Je suis différent des autres politiciens qui sont peut-être omnibulés par un retour au pouvoir dans les 40 jours.
je pense que l'armée est mieux placée que les hommes politiques pour nettoyer un pays. Wow. C'est ce qui a fait la chance du Ghana. Nous avons eu un homme qui s'appelle Jerry Rawlings, qui a cru à son pays. Il est venu, il a nettoyé le Ghana. Aucun homme politique n'a pu faire un retour en arrière. Oui. Et c'est à partir de ce moment seulement que le Ghana a commencé son envolée. Et donc vous pensez qu'il faut du temps, il faut donner du temps à cette junte? Je pense que nous ne devons pas être omnibulés par l'accaparement du pouvoir par les politiciens, franchement. Oh là là. Aidons la junte à nettoyer ce pays pour la postérité, au moins pour que cette dîner s'en sorte un peu. Moi, je suis atterré de voir tous ces milliers de jeunes qui n'ont jamais d'emploi. Les gens ne se posent même pas la question. Tu n'auras jamais d'emploi dans un pays comme la Guinée. C'est impossible parce que l'État ne peut pas faire les infrastructures de base. Soyons terre à terre. Ça fait 10 ans qu'on n'a jamais pu faire 100 km de route en Guinée. Ça fait 10 ans. 100 km de route. Et chaque fois qu'on fait des routes goudronnées, au lieu de durer 30 ans, comme cela se doit, comme ça se passe au carrefour de comment ça s'appelle, Bambeto, au lieu de faire 30 ans, nos routes ne durent que 3 ans. 2 ans. Non, 6 mois même. Même 6 mois. Ouais. Donc c'est une opération de distribution d'argent par une hiérarchie véreuse, par des hommes d'affaires, avec une classe dirigeante pourrie jusqu'à l'os. Ce pays ne peut pas s'en sortir. Soyons sérieux. Moi, je ne viens pas à la politique parce que je suis obsédé pour être président dans les 40 jours. C'est pas possible. C'est un discours différent. Pour une fois. Parce que ça semble être le contraire. Et la musique contraire chez les autres leaders. Écoutez, il y a des choses plus importantes qui se passent aujourd'hui. Le simple fait que ces jeunes gens se tournent pour nettoyer ce pays, moi, j'applaudis des deux mains. C'est très simple. Moi, je suis un économiste professionnel. Je suis venu à la politique par accident. Parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait rien faire sans prendre le pouvoir politique. Mais ce que j'ai vu en Guinée m'a désorienté. C'est inacceptable. Bien. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, économiste, leader du parti du PADES, notre invité, un de nos invités spéciaux dans le cadre de ce plateau spécial consacré aux 100 jours de l'avènement au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya et du CNRD. Nous continuons le débat dans un instant. Pour l'heure, nous marquons une pause pour nos conseils achats et pour un point de l'actu sur Film FM. Derrière, donc, on revient pour continuer l'interview avec Docteur Ousmane Kaba. Film FM, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Allez, je ne sais pas qui va reprendre la balle, mais bon, bien. Je n'ai pas parlé encore, Ouri. Ok, vas-y. Allez-y, Nicole. En tout cas, une observation et une question toute bête dont la réponse peut intéresser les auditeurs. Il y a des routes dans ce pays qui ont résisté au temps. C'est la route, par exemple, Amdalaï et Dixine, construite en 96. La route de Prince, c'est le cas. Il y a d'autres routes qui n'ont même pas fait 6 mois. C'est le cas de Matoto, Lansanaya, en 3 mois. C'est le cas aussi de la route entre le Carrefour Constantin et donc le Niger. Qui n'a pas fait le Niger qui traverse le grand marché de Madina. Qui n'a pas fait un mois. C'est lamentable. Mais vous allez lamentable. Et vous allez très loin. C'est lamentable. Vous allez très loin. La route qui part là de Carrefour Kofi Annan en passant devant UNC jusqu'à la Baïe. Chaque année. On l'a fait combien de fois? Chaque année, on l'a refait. Chaque année. C'est juste une observation, mais derrière, il n'y a pas eu de sanction. Alors, Monsieur le Président, quelle est la responsabilité des banques qui encaissent ces multimilliards des fonctionnaires quand on sait que ça pourrait être des biens mal acquis? C'est la question qui me taraude l'esprit. Écoutez. Les banques normalement doivent rapporter à la CENTIF tous les mouvements suspects. Depuis très longtemps, il y a une législation à la fois internationale et nationale aussi au niveau de l'Afrique et de la CEDEAO contre le blanchiment de l'argent. Ouais. Donc ces mouvements suspects doivent être rapportés à la CENTIF qui rapporte aux autorités. Les banques sont fautives, mais les plus grands fautifs, c'est le président de la République et son gouvernement. Pourtant, les banques le font parfois. Donc, et son gouvernement. Parce que même quand les banques le font, il n'y a pas de sanctions. Voilà. C'est ça la vérité. C'est le président qui est élu, président de la République de Guinée. S'il encourage la corruption endémique, s'il est à la tête d'un gang,
évidemment, les banques ne pourront rien faire. C'est ça la vérité. Écoutez, vous venez de Je parler... vois Mohamed Kaba sourire. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Oui. Vous savez, il y a la politique, il y a l'économie. Sur le plan politique, j'ai été avec le professeur Alpha Condé. Moi, je n'en veux pas à quelqu'un d'avoir des divergences politiques. C'est tout à fait normal. Parce que personne ne détient la vérité absolue. Ce n'est pas sur ce plan-là que moi, je suis sévère. Je suis sévère sur le plan de la gestion de la chose publique. C'est ça qui est inacceptable. Et c'est ça qui fait que nous sommes en retard. Je ne peux pas accepter que nous soyons toujours classés parmi les pays les plus misérables de la Terre. Chaque fois que je regarde un classement, je cherche le rang de la Guinée. Alors que nous avons des Généralement, on commence par le bas. Mais bien sûr. Pour vite retrouver le pays, on commence par le bas. On commence par le bas. Nous avons un pays en Afrique. Bien. Nous avons 2 pays en Afrique qui sont terribles, qui ont toutes les mines du monde et qui sont les plus pauvres. C'est la Guinée et RDC qu'on appelle Zaïre, qui ont exactement les mêmes types de gestion, où les chefs d'État ont pris le pays comme leur patrimoine personnel. Peut-être que... Pendant très longtemps. Et c'est ça notre gros problème dans ce pays. Bien. Alors, allez-y. Surtout comment interpréter ce laisser-aller économique et financier par l'ancien régime. La question se pose. Pourquoi telle pratique, docteur? Et là-dessus, aujourd'hui, le colonel est dans une sorte d'opération de démantèlement du système. Écoutez, le système, donc, cette pieuvre qui avait donc posé ses tentacules partout, en témoigne. En témoignent tous ces responsables de régie qui ont été dégommés les uns à la suite des autres. Et le dernier cas en date, c'était hier. Oui, vous savez, c'est des explications que je dirais même qui vont dans le domaine de la psychologie. Parce qu'au fond, lorsqu'il n'y a pas de morale, lorsqu'on met le bien matériel au-dessus de tout, l'être humain devient un objet, malheureusement. Sinon, comment voulez-vous que des gens qui ont dépassé 60 ans, 70 ans, s'acharnent à accumuler des biens matériels sur cette terre? Ça n'a absolument aucun sens logique. Ça n'a pas de sens logique parce que vous ne pourrez rien en faire. On en avait un à 83 ans qui ne voulait pas renoncer aux ordres. La suite avec vous, Voilà. Donc, le manque de patriotisme de la classe dirigeante en Guinée a toujours été un trait marquant de ce pays. Le manque de patriotisme. Bien. Question de profane. Quel est le rapport que vous faites entre l'opération qui consiste aujourd'hui à biffer un certain nombre de gens qui sont à la fonction publique, mais qui ne sont pas là? On me parlait tout à l'heure de 14 000 fonctionnaires non postés. Ajouter à cela tous ceux qui vont sortir suite à l'opération de recensement biométrique. Donc le bénéfice économique qu'il y a derrière une telle opération, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme recette à récupérer, n'est-ce pas, dans ce genre d'opération? L'autre segment de ma question, c'est la fameuse, si vous voulez, chaîne de paiement. Aujourd'hui, le CNRD est porté sur la qualification des dépenses, sur l'opportunité des dépenses, ils ont gelé les comptes, ainsi de suite. Mais il y a le fait que des entreprises qui ont fait des prestations, à qui l'État doit de l'argent, ne reçoivent pas ces paiements, donc la chaîne est bloquée. L'impact négatif que cela pourrait avoir sur l'économie locale, de votre point de vue, une fois encore. Bien. Allez-y, docteur. Ok. Vous avez 2 questions bien distinctes. On va aller étape par étape pour se faire comprendre. Premier problème, le nettoyage du fichier de la fonction publique. Vous vous rappelez, depuis le général Conté, combien de fois on a nettoyé ce fichier? Qui se rappelle? Peut-être 3, 4, 5 fois. Ça ne sert strictement à rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois que l'on nettoie le fichier, on trouve, comme vous le dites, quelqu'un qui prenait les salaires de 400 personnes. Il n'y a jamais de sanction. On ne juge personne pour les mettre en prison. Et on pense qu'on a fait un travail. Comme c'est un jeu à risque nul, comme on le dit dans la théorie des jeux, ça veut dire que dans 2 ans, le fichier va être encore plus sale qu'avant. Parce qu'il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Vous raisonnez en tant que fonctionnaire. Écoutez, je vais essayer de voler. Si jamais je suis pris, il n'y a pas de problème. On nettoie simple le fichier, on me laisse tranquille. Donc vous avez tout intérêt à voler. C'est cela. C'est-à-dire que dans un système, quand il n'y a pas de sanction, c'est un travail inutile et répétitif. D'accord. Moi, je serais content le jour où on me dira, quelqu'un
a pris les salaires de 400 personnes. C'est une personne qui est jugée, il est condamné tel nombre d'années. Ou quelqu'un a perçu des salaires alors qu'il n'est pas posté. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait, des sanctions dans le système. Quand il n'y a pas de sanctions, c'est un travail inutile qui ne sert strictement à rien. Ne vous emballez pas. Non. Parce que les économies que vous allez faire, ce sont des économies temporaires. Oui, très éphémères. Ouais. D'accord. Ouais. Et dans un an, vous allez avoir des trous béants encore, plus béants que les trous de maintenant. Bien. Et sur la deuxième question? Alors, sur la chaîne de dépenses. Sur la deuxième question, la chaîne de dépenses. Et de paiement. Voilà. J'ai toujours été celui qui s'est battu pour qu'on paye les entreprises locales. Pour une raison très simple. Ce sont les entreprises locales qui offrent de l'emploi. Entre parenthèses, je vous dis, tout le monde est content qu'on ait dégagé 6300 fonctionnaires, que ça va peut-être rajeunir la fonction publique, mais ce n'est pas du tout une solution au problème d'emploi en Guinée. Hein? On est en train de parler de ces 6300 avec des millions de jeunes. C'est dérisoire, c'est une goutte d'eau. C'est le secteur privé uniquement qui crée des emplois. Oui. Hein? Les créations de l'État, c'est vraiment à la marche. Oui. Hein? Et on est au cœur du débat. Pour que ce secteur privé puisse créer des emplois, l'État étant un opérateur important, il ne faut pas que ce secteur privé qui ait des arriérés vis-à-vis de ce secteur. Donc l'État doit être très bon payeur. C'est très important. Alors, qu'est-ce que vous conseillez malheureusement, c'est l'impunité aussi qui fait cela. Dans le système que nous avons, lorsque vous avez des factures pour des travaux faits, vous n'êtes jamais payé. C'est ceux qui gonflent les factures, qui les multiplient par 10, qui sont payés à la grande vitesse dans les circuits financiers. Voilà. Sous forme de corruption. Donc, chaque fois que l'on met des obstacles supplémentaires de vérification, c'est contre les paiements réguliers. Car les paiements irréguliers ne sont jamais retardés. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est la meilleure façon de tuer les entreprises privées. Qu'est-ce que vous leur conseillez, ceux qui sont en place en ce moment? C'est de procéder justement au paiement de la dette intérieure, pour parler autrement, n'est-ce pas? À condition que cela soit vérifié, que ce ne soit pas des dettes qui viennent de nulle part. C'est des factures vides. Donc il y a des structures dans l'administration qui permettent de vérifier que le service est fait. Parce que l'administration paye lorsque le service est fait. Mais qu'est-ce qu'une junte peut faire là-dessus? Est-ce que la junte a les moyens de faire face à, ne serait-ce qu'en partie à la dette? Parce que la dette intérieure de la Guinée, elle est colossale. Une junte privée de FNEX, comment y faire face? Avec quels moyens? Dans un contexte de raréfaction des ressources financières. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a raréfaction qu'on ne paye pas les entreprises qui ont travaillé. Mais vérifiez d'abord si ces entreprises ont travaillé. Voilà la question. Si elles ont travaillé, on les paye. Et ça ne met pas du tout le pays en déroute. Au contraire, c'est ça qui va faire rentrer beaucoup d'argent. Parce que ces entreprises vont payer des impôts et des taxes. Et il y aura de l'emploi pour les jeunes. À condition que le travail soit fait. Mais généralement en Guinée, à cause de la corruption ambiante et du manque de sanctions, chaque fois que l'on dit qu'il faut payer les arriérés, c'est les fausses factures qui passent en premier. Alors on revient toujours au même point de non-sanction. Dommage. Voilà. La suite avec vous, Mohamed Mara. J'ai mal à la tête parce que si je lis bien, docteur, le problème aujourd'hui, c'est même pas les FINEX. On peut quasiment s'en passer, mais il faut d'abord mettre fin à la saignée financière et à l'impunité. Et à l'impunité. Donc, avec nos propres ressources, on peut déjà aller sur de bons rails. Alors, j'ai un ensemble de questions à vous poser là-dessus. Bon. Ouri m'a marché sur la langue sur la question de la dette intérieure, mais j'aimerais vous interroger quand même sur le rôle de l'agence judiciaire de l'État sur cette question de dette intérieure. Docteur, l'État guinéen, c'est une habitude depuis très longtemps, se fait régulièrement condamner avec parfois une sorte de complicité qui ne dit pas son nom de l'agence judiciaire de l'État. Et après, comme vous l'avez dit, les gens sont remboursés pour des créances ou des condamnations, mais qu'on n'arrive même pas à détricoter. Alors, comment procéder aujourd'hui justement pour mettre fin à ce système de fraude institutionnalisé? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question va porter sur l'INAMO. Tout à l'heure, nous en parlions. Une mesure que vous connaissez, vous êtes un acteur du secteur public, du secteur privé. Dans le secteur privé, on sait que les employés, nous versons 5% de nos salaires et les entreprises 18% justement pour que derrière la caisse puisse au moins assurer son rôle. Alors, on veut imposer aujourd'hui cette question de l'assurance maladie obligatoire à tout le monde qui est salutaire en soi. Est-ce que vous comprenez pourquoi le CNRD a quand même fait
un retour en arrière sur cette question, à reculer, en laissant simplement les syndicats faire du yo-yo. Et s'il faut revenir avec cette question, parce que, qu'on le veuille ou non, la maladie fait partie de la vie, et pour ne pas que l'État soit seul à s'occuper de tout ça, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que cette mesure-là soit vraiment efficace et qu'il y ait un dégel sur la question donc de l'INAMO. Tertio, ma troisième question va porter sur le secteur minier. Docteur, à ce jour, l'exploitation de la bauxite a quadruplé, peut-être quintuplé en ces 10 dernières années. Cependant, sur les revenus directs de l'État, en tout cas, moi, de regard de profane, je ne sens pas l'impact sur la qualité de ma vie. Je ne sais pas pour Akumba qui est dans ce milieu, peut-être qu'il gagne un peu plus, mais je ne le sens pas. Alors, est-ce la faute aux textes que nous avons aujourd'hui qui régissent justement le secteur minier, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que réellement il y ait une plus-value à la fin? Et puis cette fameuse question quand même des raffineries sur notre question, bon sang, est-ce qu'on va continuer à sortir la terre sans un début de transformation chez nous? Merci Mohamed. Et je renchéris avec cette question qui revient de nos auditeurs sur votre lecture de la décision du CNRD de faire baisser le prix du carburant à 10 000 alors qu'au niveau du marché international, le prix ne fait qu'augmenter. Quelle est votre compréhension de cette mesure? Est-ce que c'est une mesure qu'il ne fallait pas prendre? Est-ce qu'elle était donc inopportune? Bien, donc ça vous fait 4 questions. 5 maintenant. Allez-y, 4 questions. Je vais vous les rappeler. Non, ne vous en faites pas. Bien, allez-y. Je note les questions. Bien. Bien que votre spécialiste n'ait pas encore parlé, mais oui, je pense il va parler. C'est lui qui va clôturer. Les questions sont très intéressantes. D'abord, l'agent judiciaire de l'État. Son rôle, c'est de défendre l'État. C'est aussi simple que ça. Mais il a dit quelque chose qui est vrai. Par le passé, il y a eu beaucoup de magouilles, même au niveau de l'agent judiciaire de l'État, et en complicité avec certains juges, pour condamner l'État et sortir et se repartir de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Exactement. Mais ça renvoie au même problème de l'impunité généralisée, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Dès qu'on va donner le sens, la bonne direction, qu'il n'y a plus d'impunité, tout cela va commencer à cesser. C'est très simple. C'est global pour un pays. Lorsque vous commencez à sanctionner les gros voleurs, tous les petits poissons se tiennent tranquilles. Très bien. Voilà. Parce que les gens se trompent. On a l'impression que quand on parle de sanctions, les gens pensent que c'est toute la Guinée qui doit aller en prison parce que tout le monde farfouille un tout petit peu. Non, ce n'est pas cela. Un pays se gère par l'exemple. Un pays se gère par l'exemple. Voilà. Et essayons de mettre de l'ordre dans notre gestion économique. Arrêtons de privilégier les grands voleurs. Sanctionnons tous ces grands voleurs et vous allez voir. Le Guinéen n'est pas plus malhonnête qu'un autre pays, que l'Américain ou bien l'Ivoirien ou le Sénégalais. Ouais. Tous les êtres humains, c'est la même chose. Mettons un système de sanctions en place. Combattons l'impunité, notre pays se portera beaucoup mieux. Ensuite, vous avez parlé des employés, cette cotisation sociale. Il a raison. Il y a un gros problème dans ce pays, mais qui est lié aussi à la pauvreté de la Guinée. C'est-à-dire que normalement, tous ceux qui travaillent doivent être assurés d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient fonctionnaires ou non fonctionnaires. En cas de maladie, en cas de difficulté, et que l'on soit pris par sa caisse de sécurité sociale. Ce n'est pas seulement en Guinée que ça existe partout. Et cette caisse de sécurité sociale est financée par les cotisations des assurés. Une partie aussi par l'État lui-même ou les patrons. Oui. Voilà. Et toute la question, c'est de trouver l'équilibre de ce financement. C'est ça la question de fond. J'ai cru comprendre, parce que j'ai un peu suivi les débats sur les 5% de prélèvement. Le problème n'est pas que c'est mal en soi, pas du tout, mais c'est parce que ça n'avait pas été préparé. Il n'y avait pas eu d'information, sinon c'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a l'information, même quand c'est volontaire, beaucoup de travailleurs viendront volontairement eux-mêmes
payer les 5% parce que c'est pour leur propre intérêt. C'est une question d'assurance. Mais encore une fois, il faut que la gestion soit bonne. Donc il faut davantage faire de la sensibilisation amont. Il faut faire de la sensibilisation, mais aussi la bonne gestion surtout. Absolument. Parce que malheureusement en Guinée, le problème de sensibilisation devient un substitut à la rigueur. Chaque fois qu'on doit condamner des gens, on dit il faut aller sensibiliser. Ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, ça encourage ce genre de problème. Bien. Donc la suppression des 5%, système qui marche. Donc la suppression par la jeune des 5% des cotisations venant des fonctionnaires. Il faut revenir là-dessus, peut-être, et avec en mettant des garde-fous. Il faut discuter avec les partenaires sociaux. Il faut que les travailleurs soient informés. Moi, je pense que s'ils sont bien informés, ils viendront volontairement s'inscrire et renoncer à leurs 5% pour avoir l'assurance d'être traités en cas de maladie. C'est tout. Moi, je pense que tout n'est pas des militaires. Il faut éviter l'étatisme exacerbé. Il faut simplement que ça se fasse au niveau des différentes branches, au niveau des partenaires sociaux, dans le cadre d'un dialogue social. C'est pas compliqué du tout. Bien. Maintenant, le secteur minier. Les revenus miniers. Oui, j'arrive. Le prix du carburant, je reviendrai au secteur minier. Bien. Le prix du carburant, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des besoins de financement de l'État, ça dépend du prix à l'international et des différentes charges qui sont liées. Tout ça ensemble, c'est ce qu'on appelle la structure des prix. Voilà. Je crois qu'il y a quelques mois, lorsque le professeur Alpha Condé a voulu augmenter le prix du carburant, j'avais émis un avis très négatif parce que ça dépendait du contexte. Le contexte à l'époque, d'abord, les prix étaient à la baisse à l'international. Ensuite, nous avions une forte inflation en Guinée. Vous vous souvenez, j'avais dit qu'on avait déjà dépassé les 10%, même si les statistiques n'étaient pas valables. Aujourd'hui, tout le monde a les statistiques, nous sommes à 12,5%, donc au-delà des 10%. Donc, parce que sans les statistiques, des professionnels comme nous, nous sommes capables de savoir qu'est-ce qui va se passer juste avec la tenue de la monnaie et le taux d'inflation. Donc on peut vous dire à l'avance si l'inflation va augmenter ou si ça va baisser. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a baissé le prix du carburant parce qu'il fallait faire un geste politique. Maintenant, il faut regarder. Moi, je ne peux pas vous répondre sur cette question précise aujourd'hui. Il faut regarder. Il faut être tout simplement réaliste. Voilà, la tendance des prix à l'international. Il faut regarder ce que gagne l'État par rapport aux besoins budgétaires. Et c'est en fonction de tout cela que l'on va fixer un prix. Mais ce qu'on avait dit et qu'on n'a pas fait, c'était de sécuriser ce que l'État gagne dans son budget et de refléter à la pompe les variations du prix à l'international. C'est ce qu'on appelle la flexibilité des prix. Malheureusement, on ne l'a jamais appliqué. Si on l'avait appliqué systématiquement, le consommateur guinéen serait habitué. Lorsque les prix montent, on monte, mais aussi lorsque les prix baissent, on n'engrange pas des revenus supplémentaires pour l'État, on baisse les prix à la pompe. C'est ça la crédibilité. Il faut absolument qu'on arrive à un système de grande flexibilité comme ça existe dans beaucoup d'autres pays. Mais par rapport à ça, il faut que la gestion soit rationnelle. Il ne faut pas que l'argent qui rentre pour l'État au niveau du pétrole, que cet argent soit accaparé par les ministres ou bien des directeurs, comme on le sent très bien en Guinée. Ça n'a absolument aucun sens. Donc on ne doit pas être surpris que la junte revienne revoie les prix à la hausse. De toute façon, il faut l'audit de la structure des prix du pétrole. Très bien. C'est un audit très simple. Il semble qu'il y ait des niches. En 2019, on a vendu telle quantité de pétrole, de carburant en 2019. En 2020, telle quantité. Voilà ce que l'État devrait avoir. Les gestionnaires, où vous avez versé cet argent. Très simple. C'est ça l'audit de la structure des prix du carburant. Parce qu'on le voit très bien. Les dirigeants qui géraient le carburant se permettent n'importe quoi. Ils achètent des terrains à des milliards. Eux aussi devraient aller en prison. C'est aussi simple que ça. Donc ça sent de la magouille. Voilà. On va aller très vite parce qu'il nous reste ça ne sent pas de la magouille, 10 minutes. C'est de la magouille. Il nous reste 10 minutes avec le docteur. Maintenant, on doit parler des audits. Le secteur minier. Oui. Alors, les raffineries. J'arrive. D'abord, question de gestion économique. On a toujours dit, et c'est le point de vue de tous les économistes qui sont souvent différents des points de vue des hommes politiques. Excusez-moi, je préfère les points de vue des économistes parce que notre travail, c'est comment enrichir les nations.
Les économistes ont toujours dit qu'il ne faut pas exporter la matière première, il faut la transformer sur place. Pourquoi? Parce qu'il y a la valeur ajoutée, il y a les emplois qui sont créés. La Guinée, depuis les années 60, depuis les années 70, où on a mis les premières exploitations minières, nous n'avons jamais travaillé pour avoir de la transformation sur place. On a fait l'erreur dans la bauxite, jusque-là, on n'a pas pu rectifier. Nous sommes en train aujourd'hui de nous engouffrer dans l'acierie. C'est la même chose, on va sortir Simandou, on va sortir Nimba, et qu'est-ce qu'on sort? C'est le minerai. Au lieu de les transformer sur place, nous ne faisons aucun effort de transformation sur place. Si on continue comme ça, ce pays restera toujours pauvre. Voilà. Donc ça, c'est le point de vue de l'économiste. Mais comme je vous le dis souvent, le temps de l'économiste est différent du temps du politique. Les hommes politiques qui viennent pour quelques années ont envie d'avoir tout de suite de l'argent pour faire beaucoup de choses. Bien. Donc c'est un cycle court, alors qu'il faut travailler sur un cycle long. Bien. Sur les textes, docteur, est-ce que vous comprenez que malgré... nous sommes passés quand même de 15 millions de tonnes à aujourd'hui, on n'est pas loin de 90 millions de tonnes. Maintenant, mais comment comprendre qu'il n'y ait pas d'impact? Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que nous sommes passés de 15 d'ailleurs à l'époque, parce que CBG c'était 12 millions, SBK 3 millions, c'était 15. Mais arrondissons à 20 millions de tonnes. Aujourd'hui, on est à 80 millions de tonnes. Ça a été multiplié par 4. Tout à fait. Allez-y voir le budget de l'État. Il y a une déperdition fiscale extraordinaire. Encore une fois, je vais vous donner un exemple terre à terre, parce que ça permet à l'auditeur de comprendre. Effectivement. Supposons, et c'est très proche de la réalité, supposons qu'une entreprise doit payer à l'État selon sa convention. Donc ça ne remet pas en cause les conventions. Vous avez une convention, vous devez payer 4 $ la tonne. Voilà, vous avez exporté telle quantité, vous devez payer à la Guinée 100 millions de dollars. Au lieu de payer 100 millions de dollars, le régime véreux s'entend avec ces entreprises pour payer seulement 20 millions de dollars. Des individus? Oui. Et on se partage les 80 millions de dollars. C'est exactement ce qui arrive à la Guinée. Dommage. Depuis tout ce temps. Dommage. Alors, finalement, on se partage et l'État n'a pas les ressources pour faire les investissements. Regardez dans le budget de l'État, vous verrez que les recettes minières n'ont jamais été multipliées par 4, même pas par 2 en réalité. C'est du n'importe quoi. Ça stagne. Et c'est pour cela que je dis que la Guinée et la RDC, c'est deux pays qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ouais. Voilà. Donc, le jour où on va faire l'audit du secteur minier et qu'on va publier les résultats, c'est là que vous allez voir les plus grands scandales de ce pays. Docteur voilà. Ousmane Kaba, président du PADES, économiste, notre invité. Et une seconde, juste pour finaliser, parce que l'impact sur le panier de la ménagère, et sur les communautés riveraines. Les communautés riveraines. Rappelons simplement que le secteur minier va impacter de 3 manières, comme je le dis souvent. La première manière, c'est les droits et taxes payés à l'État. C'est de ça qu'on parle maintenant. Malheureusement, en Guinée, tout ça, c'est des arrangements avec la classe dirigeante. Deuxième impact, c'est les emplois qui sont créés dans une économie. Mais lorsque la matière première n'est pas transformée, ces emplois créés sont minimum. C'est pour ça qu'on ne ressent pas beaucoup. La Guinée, on prend la bauxite ici. Quels sont les emplois qui sont créés au moment de prendre la bauxite? C'est les machinistes qui viennent prendre. C'est les camions et on met dans le bateau. Vous-même, vous comprenez qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois créés en ce moment. Effectivement, ouais. Alors, cette bauxite va en Arabie, dans des pays où il n'y a même pas l'once de bauxite. Mais eux, ils ont l'usine d'alumine. Et c'est là qu'on va créer des milliers d'emplois. Donc, au lieu que ce soit des emplois créés pour les jeunes Guinéens, ce sont des emplois créés pour les pays où il n'y a même pas de bauxite. Parce qu'eux, ils ont mis les usines. Dans toutes nos conventions, chaque fois on dit, ouais, on va faire des usines. Mais le gouvernement ne suit pas. De toute façon, ça ne les intéresse pas. Et finalement, on n'a pas d'usine de transformation de la bauxite en alumine. On n'a pas d'usine d'alumine en aluminium. Évidemment, ça demande beaucoup d'électricité. Mais là aussi, c'est un autre débat. Mais au moins, on aurait fait des dizaines d'usines d'alumine. Imaginez qu'en Guinée, on avait 10 usines comme Fria.
Ça fait quand même beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et le troisième canal d'impact donc sur le revenu des gens, je rappelle taxes et impôts, le travail, les emplois. Ouais. Mais troisièmement, il y a ce qu'on appelle le contenu local, ce que nous, les économistes, nous appelons la demande globale. Comment tirer la demande? Très simple, ça veut dire une entreprise qui s'installe, les travailleurs, les experts, tout le monde achète local. On achète de la tomate, on achète des trucs, mais avec l'agriculture guinéenne, pas importée de l'extérieur, c'est ça. Et les PME aussi qui font de la sous-traitance pour ces entreprises vont avoir des revenus qui sont à distribuer. Ouais. Voilà, c'est les trois manières. Et comme ces trois canaux, comme vous pouvez le constater, ils payent très peu de taxes, beaucoup d'évasion fiscale. 2, très peu d'emplois créés parce qu'il n'y a pas de transformation. 3, très peu de sous-traitance aussi, parce que même les sous-traitances aussi, il y a beaucoup de trafic là-dedans. Voilà. Et on préfère sous-traiter avec les entreprises étrangères par manque de patriotisme, ou alors la classe dirigeante se transforme en classe d'entrepreneurs. Je suis d'accord. Ouais. Voilà. Dommage. Donc, quelle belle lecture. Quelle belle d'impact sur le revenu du Guinéen. Ouais, quelle belle lecture. Les dernières questions avec Mohamed Kaba et Akoumba, parce que là, on est bousculé par le temps. Évidemment. Docteur, vous avez ouvert une brèche dans laquelle moi je vais m'engouffrer. Vous avez été président du CAS, le comité d'audit. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, vu qu'il n'y a personne qui peut vous empêcher d'en parler, est-ce que vous pouvez nous donner les gros dossiers que vous avez élucidés pendant ce comité d'audit? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en termes d'intention, quelle comparaison faites-vous entre le gouvernement auquel vous avez appartenu, celui de Sidya Touré, et le CNRD? Et celui du CNRD. En termes de comparaison. D'intention, quelle comparaison faites-vous? Ok, oui. D'accord. J'ai compris. D'abord, au niveau du comité d'audit. Le CAS. CAS. Nous avons fait des rapports. Et je rappelle que j'ai fait ces rapports comme expert. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je fais de la politique que je vais en parler du contenu. Ce n'est pas à moi de le faire. Encore une question de déontologie que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. À l'époque, nous avons donné le rapport au professeur Alpha Condé. Ça fait plusieurs fois qu'on lui a donné ce rapport. Pendant 10 ans, il s'est assis sur ce rapport. Il a refusé systématiquement de sanctionner les gens. A posteriori, on le comprend parce qu'eux, ils ont dévalisé plus que ceci. Donc, ils avaient déjà prémédité de piller l'économie guinéenne. C'est pour ça qu'il a refusé de sanctionner les gens. Tout comme il a refusé de mettre la haute cour de justice qui devait juger les délinquants financiers au haut niveau de l'administration. Pour garantir l'impunité au sommet de l'État. Bien sûr. Donc, il a travaillé. En fait, il a planifié ce hold-up sur l'économie guinéenne en réalité. Ça paraît sévère, mais je suis absolument objectif. Je ne règle aucun compte là, honnêtement. C'est très objectif. Alors, aujourd'hui encore, je ne pourrais pas vous parler de ça. Parce que je donne le rapport au CNRD. C'est eux les dirigeants. Le même rapport? Oui, c'est le gouvernement. Chaque gouvernement a la possibilité de sanctionner à partir de ce rapport, de faire des enquêtes complémentaires si c'est nécessaire. Ou d'engager des poursuites devant la QIF. Bien sûr. Mais sauf qu'à des moments donnés... C'est en tout combien de dossiers? On peut quand même avoir là. Il y a une dizaine de dossiers. Qui ont été bouclés. Qui ont été bouclés, certains totalement, d'autres partiellement. Voilà. Et qui peuvent donc être transmis aujourd'hui à la QIF. Mais bien sûr. Bien. Oui, à un moment donné, Monsieur le Président, il y a quand même des communicants du pouvoir en place qui nous sortaient des prétendus rapports sur les réseaux sociaux. Vous avez eu connaissance de cela? C'était vrai ou c'était en tout cas une invention? Non, pas du tout. De toute façon, je pense que ce n'est pas sérieux puisque le professeur Alpha Condé a eu ses rapports depuis le premier jour jusqu'à la fin. Et ça va vous faire rire. 3 mois avant sa chute, il m'a encore demandé une copie des rapports. Alors que je l'avais donné une dizaine de fois. Parfois. La deuxième question de Mohamed Kaba. Je pense qu'il a plutôt voulu utiliser ça comme moyen de chantage au lieu de faire des sanctions pour garantir l'impunité en Guinée. Malheureusement, nous sommes dans ce trou-là aujourd'hui. Bien. Voilà ce qui s'est passé. Je crois que... la comparaison. En termes d'intention. Il avait fait une comparaison avec le gouvernement Sidya Touré en 1996. Vous avez raison. Parce que là aussi, le gouvernement Sidya Touré, rappelez-vous, est venu à un moment où il y avait une crise sociale et économique très profonde. Et une crise politique. C'était au lendemain des grandes manifestations contre le général Lansana Conté. Et lorsque le président Sidya, le premier ministre Sidya est venu, il a voulu effectivement mettre de l'ordre dans la cité. Il y a eu beaucoup d'efforts à l'époque. Malheureusement, ces efforts ne se sont pas poursuivis.
Moi, j'ai été ministre des Finances. Au bout de 7 mois, on m'a débarqué parce que j'étais trop rigoureux. Ceux qui sont là peuvent témoigner. Ils sont encore certains au ministère des Finances. Et on a audité tout ce que j'ai signé pendant 7 mois. Parce que tout le monde était contre moi. On ne comprenait même pas que j'applique les règles, les procédures de la gestion. Donc on m'a vidé du ministère des Finances au bout de 7 mois. Voilà ce qui s'est passé. Et malheureusement, ça a repris, la Guinée a repris ses habitudes parce que, encore une fois, le premier ministre Sidya Touré n'avait pas le pouvoir absolu. Il n'était qu'un premier ministre. Et c'est l'une des raisons pourquoi je me bats toujours, parce que moi je veux être président de la République. Seul le président de la République peut changer un pays. En Guinée. En Guinée ici, seul le président de la République peut changer. Quelle que soit votre bonne volonté, si c'est pour être ministre, vous ne pourrez rien faire du tout. Fut-il Premier ministre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Bien, les dernières questions avec vous, Akoumba Diallo. Et c'est pour cela, encore une fois, je remercie le colonel Mamadi. C'est tellement important d'avoir quelqu'un à la tête qui a une volonté. Volonté affichée, même s'il n'a pas toutes les qualifications du monde, il a la volonté de changer les choses. Qui compte, Donc, que les hommes de bonne volonté de la Guinée l'aident dans cette tâche. C'est tellement difficile d'aller contre des vested interests, comme on dit aux États-Unis, d'aller contre des intérêts privés. C'est très très difficile dans un pays comme la Guinée. C'est un combat extrêmement compliqué. Où vous avez votre milieu social qui intervient à tout bout de champ, votre famille, vos amis, les gens que vous aimez. Alors, il faut être animé d'une très bonne intention, d'un très grand caractère et vraiment résister à tout de cela. La foi patriotique. Au fond, qu'est-ce qu'un leader comme lui a gagné dans une lutte contre l'impunité en Guinée? Il pourrait s'enrichir comme tout le monde, gagner des milliards tout de suite. Bien, et s'en aller. Et s'en aller. Surtout qu'il fait de la transition. Mais s'il prend le temps de vouloir nettoyer la Guinée, aidons-le. Il faut lui donner l'occasion. Aidons-le. Bien sûr. Sauf que ce n'est pas la mission. Mais finalement, il devient une sorte de menace. En tout cas, lui à travers l'armée à travers lui devient une sorte de menace pour la classe politique. Parce que là, c'est une sanction contre la gestion des civils, des politiques que vous êtes. L'administration. C'est un carton rouge. D'abord, vous mélangez tout. Non, pas du tout. Attendez. Alors, pas du tout. Parce que la gestion, les actions, non, si vous permettez, les actions qui sont posées par le colonel et la volonté qui est la sienne de vouloir changer les choses, le caractère dont il fait montre, tout cela réuni concourt aujourd'hui à dire à une certaine opinion qu'il vaut mieux peut-être laisser le pays dans les mains d'une élite militaire éclairée comme celle qui est en place en ce moment, au détriment de cette élite politique corrompue qui n'a jamais pu changer quoi que ce soit dans ce pays. Voilà. La confusion, je la relève toujours. Bien. Les gens pensent que c'est les politiciens qui ont gâté la Guinée. Ça, c'est une manière tronquée de voir le problème. C'est les politiciens qui gouvernaient. Uniquement ceux qui gouvernent. Oui, parce que c'est trop facile de tout mélanger. Et c'est toujours comme ça en Afrique, surtout en Guinée. Au lieu de montrer les responsabilités, on préfère toujours noyer le poisson. C'est les gens qui disent dans les conférences, tous les Guinéens sont coupables. C'est pas vrai. Tous les Guinéens ne sont pas coupables. C'est ceux qui décident qui sont coupables. C'est ceux qui dirigent qui sont coupables. Et comme la lâcheté fait partie un peu de la culture africaine, on a toujours peur d'indexer le coupable. On dit c'est la faute de tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes gens, ce n'est pas votre faute, vous avez trouvé un pays merdique. En quoi un jeune homme, c'est sa faute si la Guinée va mal? Pas du tout. Vous n'êtes responsable de rien. Ne dites pas la classe politique parce que c'est faux. C'est ceux qui gouvernent. La classe dirigeante. Voilà. La classe dirigeante est différente de la classe politique. Ceux qui ont gouverné, ceux qui gouvernent sont responsables. Alpha a rendu un mauvais service à la classe politique. Oui, c'est ce que je suis... Alpha Condéo. Non, ne faites pas l'amalgame. C'est ce que je dis encore une fois. Ayons le courage de pointer du doigt ceux qui ont dirigé et qui ont des comptes à rendre à la nation. Ne disons pas la classe politique parce que c'est faux. Il y a beaucoup de politiciens qui n'ont jamais rien géré dans ce pays, qui ne se sont même pas approchés du pouvoir. Ce n'est pas parce qu'ils font de la politique qu'on va les accuser. Voilà. Bien. Allez-y, Akoumba, pour les dernières questions. Je suis d'accord avec le docteur que la classe politique devrait être dirigée par cette minorité intelligente
une classe politique dans un pays dans lequel le reste de la population doit être non pas acteur, mais observateur. C'était juste une manière pour moi de dire que je suis d'accord avec lui, que la classe politique n'est pas totalement responsable de ce qui arrive à la Guinée. Moi, j'accuserais plutôt l'administration publique. Bien. Qui est, dans mon analyse, la principale responsable des dérives observées en Guinée. Mais, docteur, vous avez dit que nous devons aider le colonel, puisqu'il affiche une volonté. En ce sens, moi, j'aimerais commander votre lecture sur 2 petits commentaires que je vais faire. En Guinée, les politiques, principalement les membres du gouvernement, décident du contenu des conventions dans le secteur économique en général. Mais si vous voulez, je peux parler du secteur minier pour être plus simple. Et les politiques s'accordent à donner des exonérations aux entreprises. Exonérations, tout court. On dit, sur votre liste minière, par exemple, tel et tel matériel sont exonérés. Alors, est-ce qu'on peut sensibiliser le colonel pour qu'il comprenne que si on décidait de taxer à 0 francs un matériel qui entre dans le cadre des activités minières, on gagnerait plus d'argent que si on disait simplement que c'est exonéré. Je suis un adepte de Frédéric Mishkin, cette éminence de la Réserve fédérale américaine, qui pense que quand on dit exonéré, tout court, vous n'avez pas le droit de contrôler le prix du matériel qui entre. Par contre, quand vous taxez à 0 francs le matériel qui entre, vous avez le droit de contrôler le prix. Et dans la mesure où l'importateur mentait sur le prix, sur sa facture, vous avez le droit de le sanctionner en lui imposant des amendes. C'est pourquoi il estime que la taxation zéro est plus importante que l'exonération tout court. Peut-être c'est assez compliqué puisque vous savez que l'économie est un peu complexe, mais qu'auriez-vous comme réflexion sur une telle alternative? Le deuxième petit commentaire que j'aimerais poser, c'est que je crains qu'il n'y ait à la fois des problèmes politiques et des problèmes économiques et financiers en 2022. Les problèmes économiques qui nous intéressent. Le gouvernement Alpha avait décidé de prendre des avances dans le cadre de la maximisation des revenus, des avances d'impôts, aurais-je pu préciser. Et l'an 2022 arrivera, on trouvera qu'on a déjà pris des avances d'impôts. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans un déficit budgétaire énorme qui pourrait nous amener à des crises internes? Ok, 2 questions. D'abord, je dis que vous avez raison. En réalité, ce dont il a peur sans le dire, c'est ce qu'on appelle le prix de transfert. Parce que quand la taxe est connue, on contrôle la quantité, la qualité, les prix des marchandises qui rentrent dans le cadre des compagnies minières. Il faut toujours contrôler les prix. Et même quand il y a exonération, on devrait le faire en réalité. Que ce soit taxe zéro ou exonération, on devrait le faire. Mais si ça doit inciter les services de douane à le faire systématiquement avec la taxe zéro, je suis d'accord avec vous. Il faut connaître ces prix-là. Pourquoi? Parce que les entreprises ont tendance à augmenter leurs propres charges et à diminuer leurs ventes pour ne pas faire de bénéfices. C'est ce que les compagnies minières font. Et on le fait à travers cette augmentation des charges et diminution des produits. C'est ce qu'on appelle les prix de transfert. Surtout quand ce sont des entreprises qui sont intégrées en chaîne et qui se partagent les bénéfices entre elles pour ne pas payer des impôts dans le pays. C'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours privilégié les taxes sur les produits qui sortent et non les taxes sur les bénéfices qui sont très très difficiles à saisir dans les entreprises minières intégrées avec ces problèmes de prix de transfert qu'aucun pays n'arrive d'ailleurs à maîtriser. Deuxième question, vous avez parlé des avances d'impôts. Je suis d'accord avec vous. Ils ont pris des avances avec beaucoup de compagnies. Et effectivement, ça risque de poser des problèmes de cash au pays en 2022. Mais parallèlement, je suis certain qu'ils n'ont jamais payé les taxes qu'ils devraient payer. Alors, il faut faire le contrôle. On va faire l'audit de la taxation des entreprises minières.
est-ce que vous avez payé ce que vous devez payer? Si on trouve qu'ils n'ont pas payé, qu'il y a des manques à gagner, par exemple, de 50 millions... Pour 2021? Oui. Non seulement vous payez les manques à gagner que vous n'avez pas payé, mais vous devez payer le double ou le triple pour pénalité. Et dans certains pays, même l'entreprise est obligée de fermer. Il faut le faire, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a des exploitations minières sans retomber sur le budget. Ouais. De ce fait, vous comprenez ce que Akoumba a annoncé une fois là ici, cette affaire de contrôle fiscal vis-à-vis de la SMB. La SMB. Est-ce que c'est ce genre de mécanisme? C'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Pas seulement SMB, mais toutes les compagnies. Ouais. Il faut le faire et immédiatement. Il faut faire un contrôle fiscal pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont payé conformément à leur contrat de base? Voilà. Bien. Plus globalement, parce qu'on arrive... Oui, docteur, il y a un auditeur dont je t'ai le nom qui nous a envoyé un message pour dire bonjour mon frère. Je ne suis pas d'accord avec M. Kaba, que je respecte énormément sur certains points sur le secteur minier. Juste un exemple, la transformation locale de la bauxite n'emploie pas plus que la production et l'exportation de la bauxite brute. Commentaire. Non, il raconte n'importe quoi. D'accord. Vous savez, simplement, lorsque vous exportez de la bauxite brute, vous ne créez pas d'emploi. C'est le machiniste qui prend la bauxite pour mettre dans un camion, vous envoyez au port. C'est CBG qui essaie de calciner la bauxite. C'est différent. Et quand CBG calcine, ça veut dire que c'est une usine qui enlève l'eau pour que le poids soit beaucoup plus léger à transporter. C'est tout. C'est une opération de déshydratation, c'est tout. Mais quand vous mettez une usine, vous avez des milliers d'emplois. Effectivement. Bien. Alors comment on peut dire que la bauxite crée plus d'emplois que les usines? Bien. Docteur, vos conclusions. Ça n'a absolument aucun sens, mais heureusement pour lui, on n'est pas dans une classe à l'université, parce qu'il aurait eu 0 comme note. Vos conclusions à présent, donc sur le volet économique de ces 100 jours du colonel. Écoutez, moi, 2 minutes. Je trouve que c'est très positif. Je trouve que c'est sur les 2 fronts essentiels, pour se résumer, le front des libertés et de la concorde nationale. Ils ont fait énormément de choses. Le front de la moralisation de la vie publique, la gestion économique, ils ont fait des gros pas en avant. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Je suis d'accord avec les réserves qui sont émises dans le cadre du CNT. Il faut mettre un délai. Il faut le sortir tout de suite, le CNT. Et je ne suis pas d'accord avec beaucoup de commentaires qui disent que les politiciens ne s'entendent pas. On s'est entendu sur les 15 places. On s'est vraiment entendu. Il n'y a qu'une seule plateforme qui s'est désolidarisée, mais on peut régler ça, tout ça. Donc, il y a un problème de fond qui est posé, excusez-moi. Il faut savoir que ça remplace, le CNT remplace l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'émanation du peuple. Ça ne doit même pas être l'émanation du CNRD. Donc au fond, ce n'est même pas au CNRD de choisir les gens. Ça doit être l'émanation du peuple pour que ça ait une certaine légitimité. Il y a eu des segments de la population, la société civile, eh bien ces gens-là ont choisi. Le CNRD, à mon avis, doit se contenter de publier les choix qui ont été faits par différentes organisations. C'était aussi simple que ça. Ce n'est pas à eux, ils n'ont pas la légitimité de choisir les gens du CNT. Très bien. Ça, c'est un premier aspect qui est extrêmement important. Et quand je dis qu'il faut aider les militaires, c'est de ça qu'il s'agit. Donnons-leur les conseils. Disons-leur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ouais. Totalement. C'est ce que nous essayons de faire ici, tous les matins. Ouais. Excusez-moi, au niveau international, je les exhorte réellement de sortir cette liste avant le 31 décembre. C'est bien possible. Nous, les partis politiques, où c'est beaucoup plus compliqué, avec des égos surdimensionnés, on a pu faire en quelques jours. Voilà. On a pu faire le tri en quelques jours et le résultat est très bon parce qu'il n'y a que 2 grands partis qui ont eu 2 représentants. Tout le reste, c'est un représentant. Bien. Un représentant par parti. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Bien. Il faut le faire
pour avoir de la crédibilité à l'international. C'est très très important. C'est le conseil que je donnerai. Avant le 31 décembre, sortons cette liste de CNT. Bien. Voilà. C'était donc Dr Ousmane Kaba, économiste, leader du PADES. J'espère que vous avez aimé, vous avez adoré. C'était donc un véritable cours d'économie qu'il a livré ce matin dans le cadre de ce plateau spécial. Grand merci à vous, docteur. Merci pour la disponibilité habituelle.